Si pour me ravitailler, j'étais obligé quand même de passer un peu dans des villages où il y avait un supermarché quoi. Mais non, au plus possible, je restais dans les montagnes et la Via Dinarica Wad Trail passe par des crêtes. Des fois, tu as une petite piste qui va passer dans la vallée à côté et la Via Dinarica elle va faire le détour pour passer par les crêtes en gros. Et du coup, ça prend plus de temps, mais en fait, je suis pas là non plus pour mon but, c'est pas d'aller d'un point A à un point B de la façon la plus rapide possible. C'est de passer par des endroits qui me transcendent et les crêtes, les montagnes, justement, c'est ce genre de lieu qui a cette magie. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Jérémy, comment tu vas ? Salut Thibaut, bah ça va nickel, comme un lundi bien pluvieux, mais ça va. Bon alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors je vais revenir sur une longue marche que j'ai effectuée cet été à travers les Balkans, une marche de 1300 km. Ok, et bah c'est à toi. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais bien revenir un peu faire la genèse de ce projet pour comprendre d'où il vient. Alors moi, c'est Jérémy, j'ai 26 ans et je suis grenoblois. Je suis entre guillemets un enfant de la montagne. J'ai passé beaucoup de temps en montagne. Et dans le cadre de mes études d'ingénieur, j'ai effectué une césure en 2018, au cours de laquelle j'ai goûté aux longues randonnées. En fait, je suis parti au Népal avec trois copains et on a traversé l'Himalaya népalais pendant 3 mois. Donc c'est ça vraiment qui m'a mis le déclic pour les longues marches. Et cet été, j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire. J'avais du temps libre et c'est vrai qu'il y a une région d'Europe qui était en tout cas dans mon cas très méconnue, la région des Balkans, tout ce qui est en fait Europe du Sud-Est. Et j'ai voulu aller faire la lumière sur ces pays qui sont pleins de préjugés, qui sont un peu mis de côté, ignorés, alors que voilà, j'avais entendu des on-dit, un peu des racontars comme le fait qu'il y avait des montagnes. Voilà, même sur l'histoire de ces pays, j'étais très limité. Je savais qu'il y avait eu des guerres, mais voilà, je suis d'une génération, je pense, qui n'est pas vraiment au courant de tous les conflits, de toute la période qui a mené à la fin de la Yougoslavie, qui a mené au pays qu'on connaît aujourd'hui. Et j'avais envie de me faire ma propre idée. Donc en fait, d'y aller par moi-même et y aller à pied, c'est une bonne façon de voir où sont les frontières, de vraiment d'éprouver le terrain physiquement. Donc c'était un projet à double objectif, un objectif sportif parce que je suis avant tout sportif assidu et amoureux du sport. Mais il y avait aussi l'objectif d'aller à la rencontre de l'histoire et de la géographie. J'ai vraiment vu ce projet comme un cours, comme un travaux pratique d'histoire géo. Et voilà, comme je le disais, de me rendre compte de où étaient les frontières, parce que typiquement un pays comme le Kosovo, j'étais pas capable de le situer sur un atlas, d'aller aussi rencontrer les locaux pour prendre un peu le pouls de ces pays qui sont assez récents et de voir un peu. Ça m'a permis de me rendre compte des avis qui peuvent diverger d'une nation à une autre. Par exemple, typiquement entre les Serbes et les Kosovars. Et voilà, l'idée globale, en tout cas, de ce projet, c'était de démêler le vrai du faux et de faire taire un peu tous les préjugés qui font un peu peur, parce que c'est des pays qui sont toujours associés au sentiment d'insécurité, je pense. Et voilà, j'avais envie de montrer que c'était pas forcément vrai et de faire quelque chose de concret en tout cas. Et c'est vrai que ouais, que les longues marches permettent
Maintenant, j'ai un peu d'expérience dans ce genre de randonnée. C'est vrai que les longues marches permettent de tirer un peu des leçons fondamentales sur soi et sur son rapport au monde. Et je suis passé par plein d'états d'esprit différents, tels que le doute, notamment, qui est maintenant, je vois le doute vraiment comme une formidable école de remise en question. Et voilà, c'est un état qui doit rester passager, mais c'est un état obligatoire pour avancer et pour faire des choix. Et que dire de plus? Que dire de plus? Oui, j'ai beaucoup douté. Je suis parti, voilà, tout seul avec un petit sac à dos de d'un peu moins de 4 kilos. Et, euh, et voilà, je m'étais arrêté un peu aux idées reçues, le fait qu'il y ait des mines dans les montagnes, le fait qu'il y ait des ours aussi pas mal dans ces régions. Il y avait aussi tout ce qui était Covid, comme il y a pas mal de frontières à passer. J'avais un peu des frayeurs de ce côté-là. Est-ce que j'allais rencontrer des problèmes? Et au final, non. Si je dois revenir brièvement sur cette marche, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des petits problèmes, mais ceux qui sont des problèmes normaux dans ce genre d'aventure. Pas de gros problèmes qui m'aient stoppé, quoi. Et voilà, en résumé, bah, ça a donné une marche de 1300 km de la Croatie à l'Albanie en passant par la Bosnie, le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord. Voilà, je suis juste pas passé en Serbie, mais j'ai rencontré pas mal de Serbes. Et, euh, et voilà, 1300 km, 57 000 mètres de dénivelé et un peu moins de 45 jours. Donc une belle promenade. Super, merci beaucoup pour ce récit. Alors, quels ont été tes 3 coups de cœur sur cette route? Alors des coups de cœur, c'est difficile de à chaque fois d'élire des coups de cœur, mais j'en ai distingué trois principaux qui étaient d'abord les hauts plateaux du Monténégro. Donc je suis parti d'ouest en direction de l'est. Et c'est vrai en marchant dans cette direction, j'avais le sentiment d'être dépaysé toujours un peu plus. Et quand je suis arrivé sur ces hauts plateaux Monténégro, avec en fait, il y a plein de petits villages qui sont des villages d'estive en fait, qui sont habités que l'été par des fermiers, avec des maisons typiques qui s'appellent les katoun, qui sont des maisons avec des toits en tôle très brillants, très brillantes, et des toits qui descendent très très bas. Donc c'est vraiment des habitations typiques. Et là, c'est vraiment la première fois où je me suis vraiment senti dépaysé. Et voilà, je me suis senti bien là où j'étais parce que c'était aussi ce que je recherchais, du dépaysement. Voilà, des plateaux monténégrins qui sont très isolés. Donc c'est là aussi que j'ai fait des premières expériences de longue solitude pendant 2 3 jours. Mais j'ai aussi rencontré pas mal de paysans justement qui étaient interloqués un peu de me voir passer là tout seul avec mon petit sac à dos et qui m'ont beaucoup invité à partager un repas ou à boire un café ou à boire le rakia notamment, quelle que soit l'heure. Un autre moment marquant, ça a été un endroit très isolé à la croisée du Kosovo, de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, qui est un massif qui s'appelle les Monts Char. C'est un massif très méconnu aussi, mais situé on va dire, en haute altitude. On s'imagine pas quand on reste limité, moi, comme je l'étais un peu qu'aux Alpes françaises, Alpes autrichiennes, suisses. On s'imagine pas qu'il puisse y avoir des sommets aussi hauts dans cette région du monde. Et voilà, ce massif monte jusqu'à 2700 mètres d'altitude, donc c'est quand même assez conséquent. Et en fait, l'itinéraire que j'ai suivi suivait justement les crêtes. Donc j'avais vraiment l'impression de marcher un peu sur un fil avec à cheval entre différentes nations. Et dans la même journée, je pouvais passer d'un pays à l'autre. Peut-être dans la même journée, je suis peut-être passé dans les 3 pays, quoi. C'était vraiment une marche particulière, toujours pleine de solitude, mais j'ai rencontré beaucoup de bergers qui emmenaient les brebis à la pâture. J'ai rencontré l'ours aussi sur ces montagnes. Je redoutais cette rencontre et au final, ça s'est super bien passé. Ça a matché entre nous. Et puis un autre coup de cœur, ça a été un peu plus tôt au Kosovo, une ville où j'avais pas du tout prévu de m'arrêter. Donc c'est Prizren, la deuxième plus grande ville du Kosovo. Je suis passé un peu par là par hasard et justement j'ai profité de ce passage dans une ville pour dormir dans du dur parce que j'avais l'habitude de dormir en tente. Et j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait super bien la ville, super bien l'histoire de la ville et qui m'a emmené faire une petite visite. En fait, je me suis retrouvé dans une ville euh, très énergique, avec le soir beaucoup de lumière, beaucoup de vie, et surtout une impression un peu de. Je suis jamais allé à Istanbul en Turquie, mais je sais pas, c'était l'impression un peu que ça me faisait qu'il y avait des airs d'Istanbul dans cette ville avec
des mosquées un peu de partout, mélangées aussi à des églises, mais ouais, une ambiance turque assez omniprésente. J'ai bu par exemple une spécialité turque qui s'appelle le boza, qui est une boisson à base de blé fermenté, assez lourde, quasiment sans alcool, mais super bonne en fait, qui se boit plutôt l'hiver parce ouais, elle est assez lourde, elle est assez consistante. Oui, c'est ça qui est hyper intéressant quand on va dans cette région du monde. C'est on arrive toujours par la Slovénie ou par la Croatie où c'est des paysages assez occidentaux. Et puis quand on arrive en Bosnie, quand on arrive au Kosovo, quand on arrive en Albanie, là, c'est un changement qui est total. Et on arrive sur des territoires où il y a des mosquées, où on entend le muezzin aussi, où on entend les prières. Enfin, c'est des paysages qui sont totalement différents, des cultures aussi totalement différentes. Et du coup, c'est ça que tu as découvert, en fait, en allant là-bas. Et complètement, parce qu'en plus, voilà, pour le rappeler, moi j'étais vraiment un novice de ces cultures-là et de cette région du monde, donc j'y allais avec voilà mon petit être juvénile qui ne connaissait un peu rien à ce coin-là. Et c'est vrai que la Croatie, j'ai pas forcément été dépaysé, mais à partir je dirais, du milieu de la Bosnie, il y avait un petit village qui s'appelait Lukomir dans les montagnes, je crois. D'ailleurs, c'était le plus haut village de Bosnie. Et là, je suis arrivé là, j'ai vu toutes les petites maisons, tous les villageois un peu aussi dans les habits typiques, les femmes avec le voile dans les champs et tout. Et c'était vraiment un sentiment super fort de me retrouver là dans ces petits villages perdus. Et du coup, t'as fait un voyage un peu différent de ce qu'on peut faire quand on va dans les Balkans, parce que t'as quasiment pas fait de capitale au final. J'ai euh, j'ai juste fait une capitale parce que je tenais à aller à Sarajevo. Alors en fait, je me suis un peu éloigné de ma trace pendant 2 jours. J'ai pris un bus, je suis sorti de la trace pour aller à Sarajevo parce que j'avais envie d'y aller. Comme j'étais un peu dans l'objectif d'aller faire la lumière sur l'histoire de ces pays, je trouvais que c'était quand même très important d'aller à Sarajevo. Et c'est vrai que ouais, à Sarajevo, je me suis pris l'histoire en pleine face. Déjà, c'est une ville très diversifiée avec, bah, comme à Prizren, un peu avec des mosquées, des églises. Et puis il y a pas mal aussi de musées. Alors on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai beaucoup appris dans les musées de Sarajevo. Alors du coup, pendant ton voyage, est-ce que t'avais une routine particulière? Alors par définition, comme j'ai un mode de vie nomade, on va dire, il n'y a pas vraiment de routine. Tous les jours sont nouveaux et je me réveille chaque matin un peu avec une page blanche. Je sais pas trop ce qui va se passer et voilà, je me laisse un peu aller sur les sentiers. Mais tout de même, pour aller au bout d'un voyage aussi long, ça demande une certaine rigueur. Et je sais que c'est peut-être naturellement que ça vient, mais moi je m'impose une sorte de discipline. Donc au final, une petite routine, notamment dans la journée pour découper ma journée en étapes, avec, je sais pas, une pause aux alentours de 10 heures. Je sais qu'il va y avoir une pause à midi. Le soir, je sais que je vais m'arrêter aux alentours de 19 heures. Et ça permet de découper, on va dire, le gros objectif en petits objectifs. Et c'est vrai que, en fait, c'est indispensable dans ce genre de longue aventure assez physique, parce que si on pense que à l'objectif final qui est de faire une marche de 2 mois, ça paraît très dur, alors que en divisant le gros objectif en petits objectifs, c'est beaucoup plus facile. Alors si je dis si ouais s'il y a une routine, c'est vraiment à ce niveau-là. Mais sinon après c'est vrai que mes journées étaient quand même très variées. Et donc du coup, pour situer un peu géographiquement, donc t'as un peu suivi la Via Dinarica. Tu partais donc de Croatie, à peu près de la côte croate, au Ouais. niveau au niveau de quelle ville exactement? Au niveau de Seigne, c'est Ok. sur le littoral et en fait c'est un peu à l'entrée du massif du Velebit qui est assez connu en Croatie, qui est un massif montagneux situé à environ 1700 mètres d'altitude. Et j'ai pas commencé la Via Dinarica officielle commence en Slovénie. Euh, Avec le Covid, les frontières à passer, j'ai préféré commencer à ce moment-là en Croatie, dans le massif du Velebit justement, et qui est un massif mine de rien très sauvage avec beaucoup de forêts. Et j'ai suivi la Via Dinarica jusqu'à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Et après, je savais pas trop quoi faire. Je savais que j'avais envie de continuer vers l'est, notamment j'avais envie de passer au Kosovo parce que bah, c'était un pays qui était vraiment intriguant pour moi.
Et donc en regardant un peu sur internet, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient continué justement au Mont Char, les montagnes dont j'ai parlé juste avant. Et j'ai eu la chance à Prizren de rencontrer quelqu'un qui connaissait très bien ces montagnes et qui m'a indiqué un itinéraire magnifique sur les crêtes jusqu'au sommet d'Albanie qui est le Grand Corab, qui culmine à plus de 2700 mètres. Et après, je suis revenu en Albanie et j'ai fini ma marche à Tirana. Alors là, je sais pas si tu vas pouvoir nous conseiller quelque chose, mais est-ce que tu as un lieu de sortie, du coup un musée peut-être, une salle de concert ou un festival à nous conseiller? Je suis jamais resté longtemps au même endroit. Mon record, ça a été 2 jours à Sarajevo et 3 jours à Tirana. Mais j'ai quand même fait quelques visites. Alors Sarajevo a été très marquant pour moi d'un point de vue découverte de l'histoire. Et il y a une exposition permanente sur le génocide de Srebrenica. Alors je sais pas si je le prononce très très bien Si, avec mon si. accent français. Et moi, pour tout dire, j'ai presque honte maintenant, mais j'en avais jamais entendu parler, alors que c'est quand même un événement majeur, très grave, qui s'est passé pendant les guerres de Yougoslavie. Et alors peut-être que je vais développer un peu pour ceux qui connaissent pas cet événement. Mais voilà, en fait, c'est tout simplement un génocide qui a eu lieu dans ce village de Srebrenica en Bosnie par les Tchétniks, si je prononce bien aussi. C'est la République serbe de Bosnie qui, en fait, le village, il était décrété entre guillemets safe area par l'ONU pour notamment les réfugiés musulmans bosniaques. Et en fait, ce village a été attaqué justement par les Tchétniks. Et les conséquences ont été dramatiques puisqu'il y a eu environ 8000 morts et que après les corps ont été dispersés dans des fosses communes et aujourd'hui encore les identifications ADN sont en cours. Et voilà, il y a toute une exposition qui revient sur cet événement, sur les causes. Il y a beaucoup de photos notamment qui sont poignantes. Et voilà, j'ai été vraiment content de visiter cette exposition parce que ça m'a ouvert les yeux sur un événement très grave qui s'est déroulé vraiment pas très loin de chez moi au final. Mmh. Oui, il faut savoir que tous les ans aussi, on rend hommage du coup à ces morts. Et en fait, tous les ans, ils retrouvent de nouvelles personnes aussi, donc on les enterre, sur le lieu, à Srebrenica, sur le lieu où ça s'est déroulé. Et récemment aussi, il y a un film qui est sorti et qui s'appelle, La voix d'Aïda, dont on a parlé d'ailleurs sur AID et qui parle de ce massacre. Donc vraiment enfin de ce génocide et vraiment un très bon, enfin tout le monde nous en a dit du bien. En tout cas, moi j'ai pas encore, pu le voir, mais ouais, vraiment un bon film à regarder pour en savoir plus sur ce moment de l'histoire. Et même dans cette exposition, ouais, c'est une exposition qui est très dure hein, quand même, faut bien le dire. Et il y a des anecdotes qui sont marquantes, moi qui vont rester marquées quand même très longtemps. Typiquement, voilà, il y a des corps qui ont été retrouvés, des ossements qui ont été retrouvés avec dans des écarts de 30 kilomètres entre des os d'un même corps. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Et même aujourd'hui, il y a des familles, il y a des femmes notamment qui n'ont jamais retrouvé le corps de leur mari ou de leur enfant, puisqu'aujourd'hui, comme je disais, les recherches ADN sont toujours en cours et ils découvrent des fausses régulièrement. Ouais, tout à fait. On va essayer de parler de quelque chose, d'un peu plus joyeux. On va parler, gastronomie locale. Est-ce que tu as un plat typique que tu as pu goûter sur place à nous conseiller? Alors plusieurs, ouais, plusieurs. Pareil, comme je restais beaucoup dans les montagnes et que j'allais pas dans les grandes villes, j'allais pas non plus manger dans les restaurants régulièrement. Mais j'ai beaucoup mangé dans des fermes en fait, dans des estives quoi, avec des paysans de montagne. Et je me suis fait la remarque, moi qui suis un adorateur de pain, je m'attendais pas à trouver autant de pain dans ces pays et ils font du pain qui est vraiment extraordinaire. J'ai mangé les meilleurs pains de ma vie. Alors et puis ils ont toujours un nom différent aussi. Je sais que quand j'étais un peu plus à l'ouest, jusqu'en Bosnie ou même Monténégro, je crois ils l'appelaient l'Epinia, quelque chose comme ça.
Et quand j'étais au Kosovo, il y avait un pain, mais qui était un peu plus petit, un peu plus mou, qui s'appelait le pitaka. Et ça, on en mangeait le matin avec du miel local aussi. Ils font pas mal de miel. C'était super bon. Après voilà, j'ai mangé des choses plus classiques comme le cevapi, qui est un peu le kebab des Balkans, qui est avant tout, je crois, une spécialité de Bosnie. Bien que j'en ai mangé aussi en Croatie, mais les Bosniaques m'ont vraiment dit c'est ici qu'il faut que tu le manges, ça vient de Bosnie. Alors je sais pas qui avait raison, mais euh, mais voilà. Et puis tout ce qui est aussi produits laitiers. Alors faut faire attention, j'ai été pas mal malade, mais ils font beaucoup de produits laitiers, du beurre rance, des yaourts, du lait. Et beaucoup de viande, notamment en Albanie aussi. J'ai mangé pas mal de viande. Du coup, pendant ton voyage, tu as rencontré aussi pas mal de locaux. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Alors oui, il y en a eu plein, hein. Franchement, il y en a eu plein, et je pense que c'est aussi parce que j'allais seul qu'il y a eu beaucoup de rencontres. Euh, Quand on a fait la traversée du Népal, on était quatre. Et voilà, il y a des avantages à être en groupe, mais il y a aussi des inconvénients. Et je pense que le fait de la solitude, c'est vraiment un billet à aller vers les autres. Déjà, voilà, en tant qu'étranger, on va plus aller vers les locaux dès qu'on a un problème parce qu'on n'a pas le choix. Il y a que eux en fait sur place. Et inversement, les locaux, ils ont moins peur aussi d'aller vers nous, alors que quand on arrive un groupe de quatre étrangers dans un petit village, ça fait tout de suite plus peur, ça met un peu une barrière. Et là, du coup, ça a vraiment brisé la barrière qu'il y avait entre moi et les locaux. Donc, en fait, constamment, je me suis fait inviter à partager un repas ou même à partager quelques pas avec des locaux, à assister à la tonte des brebis, plein de choses qui ne seraient jamais arrivées, je suis sûr, si on avait été en groupe. Et alors, ouais, une rencontre marquante, même je vais revenir sur deux rencontres marquantes parce que ça m'a vraiment touché. Déjà au Monténégro, dans les petits villages, dans les Katoun, comme je disais tout à l'heure, il y a un midi, voilà, même pas un midi, il était 10 heures du matin, je débarquais, je savais pas trop où j'étais sur la carte. C'était vraiment un village minuscule où il devait y avoir 5 habitations. Et du coup, je suis allé toquer à une porte pour demander mon chemin. Et en fait, je me suis fait directement inviter à boire le café. Donc avant le café, ils te servent le rakia. Il était 10 heures du mat, j'avais encore le goût du dentifrice dans la bouche, mais voilà, ils te servent le rakia, après le café. Après, ils tenaient absolument à me faire goûter justement du pain avec du beurre qu'ils avaient fait eux, avec du yaourt. Et en fait, de fil en aiguille, il y a les autres habitants qui sont venus dans cette première maison. Et en fait, les autres habitants voulaient absolument aussi me faire visiter leur maison et me faire goûter ce qu'ils avaient fait. Donc en fait, je me suis retrouvé invité ensuite dans les autres maisons et j'ai dû faire deux, trois repas dans trois maisons différentes à 10 heures du matin. Donc c'était ouais un événement très marquant. Et j'étais vraiment touché par la gentillesse et la curiosité aussi de ces gens. Et oui, et une autre rencontre qui m'a beaucoup touché, c'était en Albanie. J'étais dans un petit village dans la campagne albanaise. J'étais plus vraiment dans les montagnes, pas loin de la frontière avec la Macédoine du Nord. Et en fait, je suis tombé malade, peut-être à cause des produits laitiers que j'avais mangés dans les montagnes. Et du coup, je me suis retrouvé cloué au lit pendant 2 jours dans un petit hôtel misérable, hein, vraiment misérable, dans une ville où il y avait il y avait rien, c'était minuscule. Et voilà, il faut savoir que dans ces pays, il y a un taux de chômage qui est considérable. Et du coup, tous les jours, en fait, il y a les mêmes personnes qui reviennent au bar de l'hôtel pour boire un café ou pour voir leurs amis. Et du coup, ils m'ont vu tous les midis, tous les jours, ils me voyaient. Et en fait, on s'est vraiment lié d'amitié. Ils venaient toquer dans ma chambre pour prendre des nouvelles les matins. Ils m'offraient des coca parce qu'ils me disaient que ça serait bien pour mon ventre, plein de choses comme ça. Et j'ai passé 3 jours en fait avec les mêmes personnes qui avaient vraiment la main sur le cœur. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ces pays-là? Et du coup, maintenant à chaud et après avoir marché longtemps dans ces pays, ce serait de ne pas écouter les racontars que les gens peuvent énoncer sur ces pays. Je me suis jamais senti en insécurité, vraiment. Et puis il y a même typiquement au Kosovo qui est quand même
le pays le plus récent, où il y a encore un peu des tensions entre les Serbes et les Kosovars. J'ai rencontré plein de Kosovars qui m'ont dit mais tu sais les gens des Balkans, même ils parlaient vraiment de façon générale, les gens des Balkans ils vont prendre plus soin de toi en tant qu'étranger que n'importe lequel de tes compatriotes français. Et c'est vrai que j'ai eu cette sensation-là que qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi, des difficultés très variées, et au final, je trouverai toujours quelqu'un pour me venir en aide. Et voilà, donc ouais, un conseil, ça serait vraiment de faire confiance à l'autre, à cet habitant des Balkans. Ouais, on est toujours hyper bien accueillis. Enfin, ça, c'est vraiment dans tous les pays des Balkans, c'est quelque chose de fou, quoi. J'avais jamais vu ça nulle part encore. Mmh. Ouais, ouais. Et puis du coup, je me suis renseigné un peu sur, notamment en Albanie et au Kosovo. Donc beaucoup de Kosovars, la grande majorité des Kosovars se considèrent albanais. Ils considèrent que c'est vraiment le même pays. Et c'est vrai que le point commun entre ces deux pays, j'ai quasiment tout le temps dormi en tente. Et je me suis fait inviter peut-être 3 ou 4 fois à dormir. Et à chaque fois, c'était en Albanie ou au Kosovo. Et en cherchant, en fouinant un peu sur Internet, après, je suis tombé sur le code de conduite, le code de bonne conduite albanais, qui est un livre qui s'appelle le Kanun, si je dis pas C'est de ça, ouais. bêtises, Mm. et dans lequel il y a un volume complet sur l'hospitalité, et c'est toujours un code de conduite qui est quand même bien dans les mœurs dans ces pays-là, quoi. Surtout dans le nord de l'Albanie, là, dans les montagnes de Tès. C'est euh, c'est un code de conduite dont on parle beaucoup sur certaines émissions télé en France pour ses mauvais côtés. Mm. Mais il y a aussi de très bons côtés comme l'accueil. On en parle d'ailleurs dans un article aussi sur AID. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup encore utilisé dans les familles traditionnelles du nord de l'Albanie. Ouais. Mm. D'ailleurs, je me suis fait inviter à dormir à Valbona, qui est juste à côté de Tef. Du coup, tu fais des voyages un peu différents de ce qu'on peut penser quand on part en voyage. Alors, comment tu prépares, toi, ces voyages? Déjà, je me suis fait la remarque que l'idée même du voyage, elle se fait lors de mon voyage précédent. C'est assez rigolo en fait, parce que quand on marche longtemps, on a le temps de penser, et voilà. Et tu sais peut-être comme moi que l'être humain a du mal à se contenter de son sort, à se satisfaire de son sort, et on se projette beaucoup. Et, euh, et justement, dans mes longues marches précédentes, c'est vraiment au cours de celle-ci que j'ai eu la petite graine qui a germé, comme quoi j'avais envie d'aller dans cette région du monde. J'avais entendu parler de la Via Dinarica. Donc ouais, je vois vraiment en tout cas les longues marches comme comment dire, qui ensemencent l'esprit de d'autres rêves, quoi. Et après, pour la préparation, bah, tout commence par des cartes. Une fois que j'ai l'idée, je commence à regarder la carte s'il y a un itinéraire qui existe. Donc dans le cas des Balkans, il y avait la Via Dinarica qui commence à être connue, bien que je crois qu'elle a été créée en 2010. Mais il y a quand même peu de personnes qui la font dans son intégralité. Il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine de personnes par an. Mais bon, c'est amené à être plus connu, je pense, dans le futur. Et voilà, donc la carte. Après, j'essaie de regarder un peu sur Internet s'il y a par exemple des traces GPS, des blogs avec des personnes qui sont déjà allées dans ces régions et qui vont mettre des infos très précises, parce que vraiment les infos les plus précises, c'est des gens qui sont allés sur le terrain, donc soit des touristes comme moi, soit des locaux. Mais bon, c'est surtout les touristes qui mettent des choses sur Internet. Il y a et puis voilà, et après justement contacter les acteurs locaux. Alors il peut y avoir des acteurs locaux de l'outdoor, des agences de voyage avec des guides qui connaissent bien, notamment pour poser un peu des questions précises. Et puis ne pas trop préparer aussi, parce que bah, moi je vois, voilà, une aventure, ça faut laisser un peu la place au doute. Et si on arrive trop préparé, on peut vite se retrouver frustré. Voilà, si par exemple on décide à l'avance du nombre de kilomètres qu'on va faire chaque jour pendant 30 jours, il suffit qu'un jour on ait un coup de moins bien et qu'on fasse que la moitié. Après ça décale tout. Enfin moi je suis plus du genre à préparer un minimum pour pas me mettre en danger et pour savoir un peu ce qui m'attend, et pas trop préparer non plus, parce que voilà, souvent il y a plein de choses qui peuvent changer en cours de route. J'ai changé plein de fois mon itinéraire pour passer les frontières, notamment des fois dans le nord de l'Albanie, dans les Alpes albanaises, il y a plein de sommets, et
j'avais envie d'aller faire un peu ces sommets, donc je me suis écarté un peu de ma trace pour aller faire le Maya Yesersee, qui est le plus haut sommet des Alpes dinariques, notamment. Mais ça, c'était pas du tout prévu au départ, et c'est ça aussi qui fait la beauté d'un voyage à pied. Et du coup, tu te guides avec des cartes, avec ton téléphone ou avec... Alors, bah, ça dépend. En France, je me guide avec des cartes. J'aime bien les cartes papier. Mais bon, dans des pays comme bah, les pays des Balkans, les cartes, déjà, il en faudrait beaucoup pour un itinéraire de 1300 km. Et les cartes ne sont pas hyper précises. Et puis, c'est aussi difficile de les trouver à l'avance. Je me suis même pas tant renseigné. Je sais qu'il y en a pour la Macédoine du Nord, toutes les montagnes les monts Chars. Mais voilà, faut les acheter notamment sur place dans les capitales. Mais non, j'utilisais une application de cartographie qui s'appelle Maps.me, qui marche en hors ligne. Dessus, il y a un peu les sentiers, il y a voilà, c'est sur le téléphone, faut faire attention un peu à la batterie, mais c'est assez sûr. Et puis l'idée, moi, c'est d'avoir un peu le nom du prochain village. Et après, je demande un peu aux locaux, et eux, souvent, ils m'indiquent des chemins qui sont pas forcément dans l'application. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos? Alors peu de choses, peu de choses. J'aime partir léger. Je trouve vraiment que liberté rime avec légèreté dans ce genre de projet. J'adore avoir une sensation forte d'agilité. Et puis je trouve il y a une sensation très forte aussi de liberté quand on part longtemps avec un petit sac à dos et que voilà, j'ai l'impression d'avoir bah, tout ce qu'il me faut dans mon petit sac de 4 kilos et que je pourrais partir des mois et des mois et que j'ai l'essentiel et que je dépends que de ce petit truc dans mon dos. Et je trouve ouais, c'est un sentiment très fort de liberté et d'indépendance. Donc maintenant, je pars de façon légère. Après, je suis peut-être un extrémiste de ce côté-là parce que voilà, comme je vais le dire, il y a très peu de choses dans mon sac à dos. Il y a l'essentiel pour le bivouac. Mais par exemple, j'ai pas de tente. Je prends une sorte de bâche imperméable que je tends et que je fais tenir sur mes bâtons de marche. Et ça me permet de m'abriter de la pluie. Bon, ça a quelques inconvénients, notamment pour les insectes, comme il n'y a pas de moustiquaire. Et notamment avec les moustiques, j'en ai eu pas mal aussi. Je prends une petite caméra pour documenter ce que je vois et faire un petit montage vidéo à mon retour. Je prends pas vraiment de livres parce que je considère que c'est très lourd, que je passe quand même la majeure partie de ma journée à marcher. Mais j'aime bien emporter quelques poèmes parce que les poèmes, on peut les relire, on peut les labourer entre guillemets. Donc j'aime bien emporter les poèmes de Baudelaire et notamment des poèmes sur son rapport au temps, le temps qui passe trop vite et voilà, devenir acteur un peu de sa vie pour pas devenir une victime du temps qui passe. C'est un peu ouais, ce qu'il a envie de faire passer dans certains de ses poèmes. Voilà, il y a un vers qui me revient. Il ne faut pas lâcher les minutes sans en extraire l'or. Et c'est vrai que j'y pense assez souvent. Et après, voilà, s'ajoute à ça bah, l'essentiel pour ma survie, entre guillemets, de la nourriture, de l'eau. Et ça, je prévois pas vraiment à l'avance, je fais avec ce que je trouve en route. Alors des fois, c'est un peu plus compliqué. L'eau en Croatie, c'est compliqué, notamment l'été, il fait très chaud, il y a très peu de sources, il y a beaucoup de puits qui recueillent l'eau de pluie, mais il n'y a pas de source. Et pour la nourriture, bah, il y a des petits villages des fois qui sont pas du tout adaptés pour le trekking, donc voilà, faut faire avec, mais c'est aussi ce que j'aime, ne pas trop prévoir, être un peu vulnérable et m'adapter. Et puis ça te permet du coup de découvrir des spécialités locales en se faisant inviter chez C'est les ça, c'est autochtones. ça. Mais souvent, ça m'est arrivé un soir où ils m'ont pas servi d'eau, ils m'ont servi que du lait cru. Et moi, je me suis pas trop posé de questions. J'avais très soif, j'ai bu verre de lait sur verre de lait et je suis tombé très malade dans la nuit. Et à partir de ce moment-là, j'avais super peur à chaque fois qu'on me proposait des trucs à manger. J'avais super peur. Et au final, je suis retombé malade une seule fois et les autres fois, ça s'est bien passé. Du coup, tu disais que tu avais une caméra dans ton sac à dos pour documenter tes voyages. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, bah, j'ai un compte Instagram. C'est surtout sur Instagram. Donc Jérém Bige, tout attaché. Et en fait, j'ai compris que j'avais envie de donner une dimension un peu de partage à ces longues marches, que ça pouvait emmener des gens en voyage en fait
en même temps. Donc sur le moment, j'essaye de faire pas mal de tout ce qui est story pour faire vivre un peu le truc en direct. Et puis voilà, à la fin, revenir avec une petite vidéo. Je suis pas blogueur, j'ai pas 15 000 followers et tout, hein, donc c'est aussi pour le plaisir du partage. Je reçois un peu des messages aussi de gens qui me disent bah merci, merci de m'avoir emmené voyager, de m'avoir fait découvrir ces régions du monde méconnues et ça fait super plaisir. Donc voilà, j'ai quasiment fini le montage d'un petit film de 30 minutes sur cette aventure que j'aimerais bien partager sur YouTube et sur Instagram du coup dans le mois qui arrive. Bon, bah, dès que t'as le lien, tu nous l'envoies et on partage ça. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager? Alors oui, il y a un livre je crois qu'il est suisse, c'est Nicolas Bouvier, t'en as peut-être entendu parler, Ouais. qui s'appelle L'usage du monde. En fait, je suis tombé dessus pas forcément parce que j'avais envie d'aller dans les Balkans. Je suis tombé dessus il y a assez longtemps. En fait, c'est vraiment un classique de la littérature de voyage. Et en fait, il a un style d'écriture qui est assez particulier, qui est beaucoup dans la description, je trouve, beaucoup d'adjectifs, beaucoup de précision, des adjectifs très bien trouvés. Euh, et justement, du coup, il allait dans cette région du monde des Balkans, bon, c'est dans les années 50, mais la façon dont il décrivait, voilà, il était du genre à se poser au bar d'une terrasse et à la table d'une terrasse et de regarder les gens passer et de décrire les gens qu'il voyait, le paysage qu'il voyait, la nuit qui tombait sur la ville. Et c'est hyper intriguant et ça donne envie d'aller voir de ses propres yeux. Alors du coup, donc t'as fait 1300 kilomètres en combien de jours déjà? En 39 jours de marche, je me suis arrêté en tout 5 jours. Ok. Ça Mm. correspondrait à quoi en France, 1300 kilomètres? Et bah c'est une grande diagonale, on peut dire, je pense, entre Brest et Nice, ouais, même un petit peu plus, entre Brest et le sud de la Corse, on va Ah oui, dire. quand même. Ouais, quand même. Ouais, si, si. Il y avait pas mal de dénivelé, pas mal de montagnes. Ouais, ça fait une longue marche. Mais j'aime bien marcher. Et du coup, raconte-nous un peu les paysages, tout ce que tu vois chaque jour. Chaque jour est différent ou? Mm. Non, il y a quand même des jours qui sont redondants où tu vas marcher en forêt, par exemple, il n'y a pas trop de vues, il y a pas trop de gens avec qui discuter. Mais non, mais il y a des jours qui se démarquent. Et puis le paysage varie beaucoup entre l'ouest et l'est au final. Alors aussi, ouais, en fait, en marchant vers l'est, les montagnes augmentent en altitude. En Croatie, j'étais plus aux alentours de 1700 mètres. Dans le Vélibite, c'est un massif qui est il y a beaucoup de forêts très denses. J'étais jamais passé dans des forêts aussi denses où vraiment il y a aucune activité de l'homme dans ces forêts. Il y a un peu du sentier, mais très dur à suivre. Beaucoup d'animaux, des serpents aussi, pas mal de serpents. Mais voilà, il n'y a pas tant de vues que ça. On est on n'a pas trop de recul sur les alentours, quoi. Mais par contre, il y a quand même parfois des balcons, des sentiers balcons. On a une vue sur la mer Adriatique. Et ça, c'est assez particulier. Ça rappelle un peu la Corse, mais c'est assez particulier d'être assez haut en montagne et de voir la mer. Et je m'imaginais pas en fait, mais voilà, j'étais jamais allé en Croatie et la Croatie, bah, il y a tout un archipel d'îles dans la mer Adriatique qui sont très arides, qui ont une couleur très ocre. Et bah, c'est super beau en fait de voir ces îles qui se perdent un peu dans l'horizon. Et toi, tu es en train de marcher dans ta montagne et ça n'a rien à voir quoi. Et puis voilà, en continuant vers l'est, les sommets ils augmentent. En Bosnie, c'est là où je suis passé pour la première fois au-dessus de 2000 mètres. Donc là, on commençait à avoir de la vraie montagne, il y avait des restes de neige. Et Monténégro, j'étais constamment en altitude et avec beaucoup de verdure et des grands plateaux qui me faisaient un peu penser à des images de steppe. Je suis jamais allé en Asie centrale ou en Mongolie, mais j'avais vraiment des sensations d'immensité, de grandes steppes plates, bosselées un peu, et de couleurs presque or avec le soleil. C'est super joli. Et après, tu arrives dans le nord de l'Albanie, qui est très montagneux. C'est là qu'il y a les plus hauts sommets des Alpes dinariques. Et c'est justement là que ça s'appelle les Alpes albanaises, parce que c'est vrai que ça fait un peu penser aux Alpes qu'on connaît avec des pâturages un peu, des sommets avec de la neige, du rocher, et ça monte assez haut à 2700 mètres. Et, euh, et le dernier massif, bah, les Monts Char, vraiment un fil de rasoir très très long,
avec pareil beaucoup de pâturage, beaucoup de brebis, et vraiment la sensation de marcher en équilibre sur le reste du monde et de tenir l'éternité dans la paume de sa main. C'est un sentiment surpuissant de marcher comme ça sur un fil en ayant de la vue à 360 degrés, le soleil qui se couche, tu vois, il y a plus que toi dans la montagne, t'es tout seul, tu vas mettre ta tente, tu viens de voir un ours, c'est trop bien quoi. Et t'as croisé beaucoup de marcheurs? Non, très peu. J'ai dû croiser 3 marcheurs qui faisaient la Via di Narica dans l'autre sens. Après, je suis parti peut-être assez tôt aussi dans la saison. Je suis parti début juin. Mais non, des marcheurs étrangers, j'en ai croisé très peu. Et j'ai croisé des fois les dimanches des marcheurs locaux dans les parcs nationaux, en gros dans les zones un peu connues, là où il y a les bons chemins. Parce qu'il faut le dire aussi, il n'y a pas des bons chemins partout. Des fois, j'ai vraiment pesté. Je me suis retrouvé dans les broussailles. En fait, comme il y a les locaux, bah j'ai surtout ressenti ça plutôt vers l'ouest, Croatie, Bosnie. J'ai eu la sensation que les locaux ne pratiquaient pas beaucoup la randonnée, et à part dans les parcs nationaux. Et du coup, en dehors, les sentiers, en fait, ils se font vite recouvrir de végétation. Et il reste plus que le balisage. Alors voilà, tu te contentes de suivre un peu le balisage, mais c'est très mentalement c'est dur. Faut tout le temps être concentré pour pas se perdre. Ouais, j'avais lu un article comme quoi en Bosnie, justement, ils étaient en train de faire, ou en train de terminer, je pense, le balisage de la Via di Narica, mais que c'était vraiment tout récent. Et du coup, tu as des sentiers vraiment de partout, tout le long de Ouais, ton voyage? comme tu dis, c'est vraiment des sentiers tout récents. Alors pour préciser, la Via di Narica, en fait, c'est 3 sentiers. Ouais. Il y en a un qui suit le fil des montagnes vraiment, qui s'appelle le White Trail. C'est celui que j'ai suivi. Et il y en a 2 autres. Il y en a un qui suit plutôt la mer Adriatique sur la côte. C'est le vert ou le bleu, je sais plus lequel. Et il y en a un qui est plus dans l'arrière-pays. Alors le vert et le bleu sont encore en cours d'élaboration. Il y a plein de passages qui sont pas balisés. Le sentier blanc, celui que j'ai fait par contre, est terminé. Donc oui, il y a du balisage partout. Vraiment, c'est arrivé très très ponctuellement qu'il n'y ait pas de balisage, mais il y a du balisage vraiment quasiment partout. Mais le problème, c'est que ça fait pas tout. Voilà, quand il n'y a pas de sentier et que le balisage, il y a un espace de 100 mètres entre 2 points rouges, c'est vite fait de se perdre. Donc voilà, ça dépend des zones. Ça dépend des zones. Alors justement, la Via di Narica, j'en avais entendu parler, moi, dans un autre podcast qui s'appelle Bourlinguer, que je vous invite tous et toutes et tous à écouter d'ailleurs. Et notamment une jeune fille qui était partie faire ce voyage. Ça me donne envie, moi, du coup, de partir faire un voyage un peu comme ça. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire une randonnée comme la Via di Narica? Est-ce qu'il faut quand même une condition physique spécifique? Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à des choses, à des choses sur place, comme bah, faut pas s'attendre à un confort 5 étoiles, comme tu nous le dis depuis tout à l'heure. Du coup, est-ce que tout le monde peut faire ce genre de randonnée? Alors déjà, je tiens à faire vraiment une distinction entre l'aspect physique et l'aspect mental, parce que contrairement à une randonnée à la journée, je sais pas, une course à pied, un trail, les longues marches, vraiment, c'est l'aspect mental qui prédomine. Alors c'est pour ça que je pense que c'est accessible à beaucoup de monde d'un point de vue physique. C'est pas démentiel, une marche comme ça, c'est pas démentiel. C'est sûr que ça impressionne parce que voilà, c'est long. Mais justement, en fait, c'est le fait que ça soit long qui est la plus longue, la plus grosse difficulté d'un point de vue mental. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, chacun voit un peu le truc de différentes façons. Moi, j'ai plus tendance à diviser en petits objectifs pour arriver aux gros objectifs. Mais ça peut poser problème, plus cet aspect, voilà, que c'est quelque chose qui nous dépasse, quoi. Après, d'un point de vue physique, non, c'est pas si terrible que ça. Et voilà, en moyenne, j'ai fait des très grosses journées. En moyenne, je dois avoir 1 400 mètres de dénivelé par jour. Normalement, quelqu'un, voilà, après chacun peut prendre le temps qu'il faut pour la faire. La plupart des gens que j'ai rencontrés allaient plus lentement avec des plus gros sacs. Euh, et au final, peut-être aller faire l'étape que je faisais en 2 fois pour rendre la chose plus facile.
Alors après, c'est sûr, hein, c'est des marches longues, on a très peu de confort, mais pareil, on peut essayer de dormir plus dans des guest house, dans des lodges. Il y a pas mal de ce genre c'est des sortes d'hôtels pour marcheurs. Il y en a pas mal maintenant, comme c'est quand même un sentier qui est amené à se développer. Donc non, non. Après, voilà, chacun marche sa propre marche et la conçoit comme il lui convient. Mais non, c'est pas quelque chose d'inaccessible. D'un point de vue technique, par exemple, il y a rien. N'importe qui peut faire ce genre de marche. Bon, c'est sûr qu'il faut marcher un peu, faut avoir une petite condition physique, mais je suis pas surhumain, quoi. Oui, puis il faut préparer un minimum les chemins, voir où on passe et tout, avoir quand même un peu de matériel, quoi. Mais la Via Dinarica a un site internet qui est pas mal fait avec une trace GPS principale. Et sur cette trace GPS, il me semble, il y a les commerces, il y a les endroits à voir. Et sur chaque étape, le parcours est divisé en étapes. Et sur chaque étape, il y a des gens qui l'ont fait, qui commentent l'étape avec les difficultés qu'ils ont rencontrées, des informations très précises. Typiquement, un market, une supérette, c'est hyper important de savoir qu'à cet endroit, il y a une supérette pour jauger un peu la quantité de nourriture qu'on doit emporter. Et ça, maintenant, voilà, on peut le savoir à l'avance parce qu'il y a des gens qui l'ont fait et les descriptions, elles sont assez précises. Ok, super. On mettra tous ces liens, toutes ces recommandations aussi que tu nous fais dans la description du podcast, pardon. Du coup, si je te dis le mot AID, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Alors, pour tout te dire, j'ai découvert AID avec ton podcast. Je vois ça un peu comme un élan. AID, un coup de pied aux fesses pour se lancer à la poursuite de ses rêves. Est-ce que tu l'as entendu un peu ce mot pendant ton voyage? Non, je ne crois pas, mais pourtant il sonnait de façon familière. Du coup, ça t'a permis de développer un peu une passion pour l'Europe de l'Est, ce voyage? Ça a attisé ma curiosité en tout cas parce que c'est vraiment une zone du monde qui a une histoire très riche, très compliquée aussi. Euh, et voilà, j'ai pu me focaliser sur des différentes notions, différents points que j'aurais pas pu le faire en restant chez moi. Et c'était vraiment une tache blanche, comme j'ai dit au début, c'était vraiment une tache blanche pour moi cette zone d'Europe. Et je me suis rendu compte qu'à côté de chez moi, on pouvait aller dans des endroits méconnus et aller se faire sa propre idée de ce qui se passait sur place. Et voilà quelque chose qui m'a marqué et qui je trouve qui est intrigant, passionnant et dépaysant en tant que Français et en tant que Européen occidental, c'est que la notion de nationalité, notamment dans ces pays, elle existe pas vraiment. Et ça, au début, ça m'a bousculé. Je comprenais pas vraiment quand, typiquement, j'arrivais en Bosnie et je rencontrais des gens qui me disaient qu'ils étaient croates et qu'ils habitaient en Bosnie, alors que, voilà, c'était étrange pour moi. Et en fait, on se rend compte, ouais, qu'il y a une certaine importance à s'identifier, à se caractériser par la religion et l'origine culturelle. Et du coup, au sein d'un même pays, il peut y avoir un certain clivage entre les habitants d'une même nation. C'est ce qu'on retrouve notamment en Bosnie, qui est un pays très compliqué. J'ai trouvé moi un pays très compliqué avec. Voilà, je réalisais pas, mais en Bosnie, il y a trois présidents, par exemple. D'un point de vue extérieur, moi, voilà, je savais qu'il y avait la Bosnie sur la carte et je voyais ça comme un pays, la Bosnie-Herzégovine, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a des frontières qui n'existent pas forcément sur les atlas qu'on voit dans les cours de géographie, mais il y a des frontières à l'intérieur des pays qui sont pas forcément matérialisées, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu fais, sur tes projets à l'avenir? Alors, je viens de finir mes études d'ingénieur en matériaux à Grenoble. Mais pour le moment, je mets un peu de côté cette, euh, cette, cette corde à mon arc. Et je suis aussi moniteur de ski. Donc je m'oriente plutôt vers une saison de moniteur de ski. Et en fait, le métier de saisonnier me permettrait du coup de couper un peu mon année en deux et de repartir. J'aimerais bien repartir toujours marcher parce que j'adore marcher. Et voilà, ça me permettrait de me libérer un peu du temps, me libérer du temps pour ça. Donc à court terme, c'est de sortir cette petite vidéo sur les Balkans. Après voilà, je vais travailler et pourquoi pas repartir. Même c'est sûr que je repartirai l'été prochain. J'ai des rêves.
Mais bon, le rêve, c'est la prémisse du projet et j'aurai bientôt des projets. T'as quelques idées déjà sur... Quelques idées, ouais. J'aimerais bien renouer un peu avec les méthodes de voyage des grands aventuriers du XXe siècle et pourquoi pas aller en Asie centrale en m'y rendant en train, en partant de France, en m'y rendant en train, en prenant le transsibérien et de Mhm. faire une grande marche dans un massif isolé parce que du coup je me suis rendu compte que voilà dans les Balkans j'ai jamais fait une marche aussi sauvage. Au Népal, typiquement, je rencontrais des gens tous les jours. Là, c'est pas le cas. Il y a les montagnes, elles peuvent être très très isolées. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ça tout seul, que j'étais voilà sorti de ma zone de confort, mais que ça allait. Et du coup, ça me donne, j'envisage de partir dans des montagnes un peu sauvages aussi, peut-être un peu plus loin de chez moi. On verra. Et pareil, du coup, au niveau sécurité, il y a quand même deux, trois petites choses auxquelles faut faire attention quand tu pars sur un voyage comme ça, tout seul, un peu loin de ton cocon familial ou tout ça. Bah, faut faire constamment attention parce que tu sais que ça va pas forcément se passer comme en France où il y a des gens qui peuvent venir te chercher partout à tout moment. Euh, donc limite, je dirais que je me mets moins en danger dans ce genre de périple un peu lointain parce que je suis conscient qu'il peut y avoir des conséquences un peu graves. Donc voilà, je vais faire attention, je vais beaucoup me renseigner auprès de locaux, je vais dire un peu aussi aux locaux où je vais. Et puis ouais, je vais beaucoup me renseigner sur Internet s'il y a des passages délicats, s'il y a des zones à éviter. Et voilà, après voilà, c'est aussi la montagne, ça peut faire peur, mais en passant beaucoup de temps en montagne, on finit vraiment par. Je dis pas que je suis hors de danger, mais quand il y a un orage, je sais quoi faire. Voilà, c'est de l'expérience aussi qui s'accumule et maintenant je me sens assez à l'aise en montagne, mais voilà, c'est un milieu à prendre avec précaution. Mhm. Ok. Du coup, avant de finir le podcast, je vais te lancer un petit défi. Il faudrait m'apprendre quelques mots dans la langue des pays dont tu nous parles. Alors, comme je disais, j'ai été pas mal nomade, donc je me suis vraiment jamais resté, je me suis jamais sédentarisé à un endroit. Après, la chance que j'ai eue de voyager dans ces pays, et l'avantage principal, c'est que de la Croatie au Monténégro, ils parlent la même langue. Donc ça, déjà, à chaque frontière, t'es pas obligé de repartir à zéro. Mais je baragouinais, on va dire, ouais, je baragouinais, quoi. C'était pas hyper évolué. Mais donc, je savais dire, typiquement, je m'appelle Jérémy, il y a ces OM Jérémy, Kakosté, comment ça va? Donc, tout ça, c'est de la langue serbe. Et ponctuellement, j'arrivais dans des endroits qui avaient une appellation serbe, des montagnes, des lacs. Parfois, on me parlait d'animaux aussi. Et c'est plus à ces moments-là que du coup que je découvrais des vocabulaires plus précis. Je pense que peut-être que tu ne connais pas et que ouais qu'on n'emploie peut-être pas tous les jours. Alors typiquement, il y a un serpent. Est-ce que tu connais le postcoq Pas du qui tout. est en fait postcoq, ça veut dire en serbe, il me semble, ça veut dire qui saute. Mhm. Euh, et le postcoq, c'est une vipère. C'est la D'accord. vipère la plus venimeuse d'Europe. Alors je te laisse imaginer pourquoi elle s'appelle comme ça. Ça fait un peu peur du coup. Mais en fait, c'est une vipère qui est capable de bondir, de sauter des arbres, notamment de se laisser tomber des arbres. Ah oui. Et voilà, c'est un peu effrayant quand ils m'ont appris ça. Donc ça, Ouais. c'est le postcoq. Du coup, t'as Et fait un puis peu plus attention après. j'ai fait un peu plus attention. Après, c'est un danger qui n'en est pas, qui impressionne beaucoup. Ouais. Mais en fait, il suffit de pas marcher sur ce serpent, de pas mettre sa main n'importe où. Il va pas venir t'attaquer comme ça. C'est Ok. un danger qui impressionne pendant la préparation du projet, en fait. Ouais. Et c'est un peu comme les zones minées. Les zones minées, ça Ouais. impressionne beaucoup pendant la préparation, mais en fait, sur le terrain, déjà comme c'est des zones minées, il y a tout le monde qui passe au même endroit, donc les sentiers sont très bien indiqués. Et il y a des panneaux. Et je me suis vraiment jamais senti en danger. Les zones minées sont quand même assez bien délimitées. Et Donc c'était surtout en Bosnie, ça? c'était Croatie-Bosnie, ouais. Mhm. Croatie-Bosnie, frontière Croatie-Bosnie et un peu et dans la Croatie, dans la Bosnie aussi. Ok. Mais je me suis jamais senti en danger. Ça m'a fait peur au début, mais Ouais. mais au final, voilà, faut pas s'arrêter à ça. Et s'il y a des gens qui ont peur, parce que c'était vraiment la chose qui me frayait le plus, c'était les mines. S'il y a des gens qui redoutent le fait de passer dans des zones minées, il y a vraiment la plupart des zones minées sont quand même bien délimitées.
il y a pas mal d'infos aussi sur Internet. Faut rester sur les sentiers et Mhm. il y a aucun souci en restant sur les sentiers, quoi. Ok. Et puis ouais, d'autres mots, Ouais. typiquement, bah voilà, j'ai appris que des lacs, ça se disait Yezero, des sommets en albanais, ça se dit Maya. Et en fait, ils s'appellent tous Maya et Yezerse, Maya et Roshit. Ça veut dire le point haut. Du coup, moi, je traduis ça par sommet, mais toutes les montagnes commencent par Maya quasiment en Albanie. Donc c'était plus ouais des petits mots comme ça, assez précis. Mais voilà, ça Yes. va pas super loin. Je ne suis pas encore bilingue, loin de là. Et du coup, comment tu faisais pour discuter avec les locaux? Alors, bah, ça dépend des endroits. En fait, à l'ouest, on arrive à trouver quand même pas mal de gens qui parlent anglais. En Croatie, Bosnie, ça va. Après, quand tu arrives dans des petits villages en Bosnie, au Monténégro, le pire c'est en Albanie. Là, c'est plus compliqué. Donc, j'arrivais à, on va dire, à me présenter et à faire comprendre que j'étais en train de marcher, quoi. Et encore, ils ont du mal à comprendre aussi des fois que t'es en train de marcher comme ça pour ton plaisir. Ils me demandaient des fois pourquoi je prenais pas le bus et pourquoi je prenais pas la voiture, quoi. Mais non, j'avais un peu aussi Google Traduction qui marche en hors ligne. Alors bizarrement, ça me permettait de poser les questions. Ils comprenaient les questions, mais quand eux l'utilisaient, j'avais du mal à comprendre les réponses. Donc ça allait que dans un sens. Bon, j'arrivais quand même à avoir quelques réponses, mais ça me permettait ouais d'avoir de calmer un peu ma curiosité notamment. Après, ça a tendance un peu à couper le dialogue, mais voilà, faut être très doué aussi pour assimiler une langue vite. C'est pas forcément mon cas avec les langues et ça m'a quand même pas mal sauvé Google Traduction. Je voulais juste revenir avant de terminer sur les paysages du Monténégro. Du coup, tu as dû passer un peu dans le parc d'Urmitor, j'imagine. Oui, oui, oui. Comment t'as trouvé ce pays? J'ai trouvé des montagnes très abruptes par rapport parce que ouais, ça dépend. Il y a des zones dans certains pays, on va avoir des plateaux en montagne et là, le Durmitor, moi j'ai eu l'impression de ouais, que c'était vraiment abrupt avec des montées très très raides, des descentes raides, un côté avec pas mal de lacs aussi. Mhm. Euh, et du coup, comme c'est très raide, on prend très vite de la hauteur et on a vite une vue assez lointaine sur les sommets qui sont autour, sur les lacs qui sont en contrebas. Et ouais, ça fait très montagne. C'est peut-être même l'une des premières fois dans ma marche où je me suis vraiment dit là, ça y est, je suis vraiment dans les montagnes, quoi. Parce que Ouais. souvent, c'était plus des montagnes, mais qui duraient pas très longtemps. Je montais, je redescendais directement. Alors que là, je suis resté quand même plus haut en altitude et c'est vraiment ouais là que je me suis vraiment dit pour la première fois, ça y est, là, t'es rentré dans des montagnes dignes de ce nom, quoi. Et du coup, tu passais pas dans les vallées, tu passais vraiment à flanc de montagne? Si, bah, pour me ravitailler, j'étais obligé quand même Ouais. de passer un peu dans des villages où il y avait un supermarché, quoi. Mais non, au plus possible, je restais dans les montagnes et la Via di Narica Wad Trail passe par des crêtes. Des fois, tu as une petite piste qui va passer dans la vallée à côté et la Via di Narica, elle va faire le détour pour passer par les crêtes, en gros. Ok. Et bah, du coup, ça prend plus de temps, mais en fait, je suis pas là non plus pour mon but, c'est pas d'aller d'un point A à un point B de la façon la plus rapide possible. C'est de passer par des endroits qui me transcendent et Ouais. les crêtes, les montagnes, justement, c'est ce genre de lieu qui a cette magie. Mhm. Et t'es passé par Plouginier aussi un peu au début du... Alors c'est possible, mais le nom me dit quelque chose. Si tu peux me le situer, C'est à la frontière avec la Bosnie, enfin proche c'est de la c'est frontière. à l'est du Maglic, non? Juste avant le C'est parc d'Urmitor, c'est en entrant en entrant en mm, Bosnie. au En entrant Monténégro. au Monténégro. Ouais. Ouais, 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 je suis passé, il y a un barrage. Ouais. Mm. Ouais, ouais, je suis passé d'ailleurs juste après le barrage. Il y a un petit sentier sous les. Le barrage, il est assez haut d'ailleurs. Mhm. Je sais plus combien il fait, mais il y a des pancartes qui décrivent la hauteur du truc parce qu'il est assez impressionnant. C'est Et un lac artificiel là. Mm. ouais. Il y a des travailleurs d'ailleurs, ils m'ont pas mal sauvé parce que j'avais pas d'eau du tout. Et ils m'ont donné de l'eau, les travailleurs au barrage, ouais. Et Ok. juste après, on arrive sur justement des plateaux. Euh, et là, il était 17h et on m'a offert un énorme apéro dans une petite cabane. C'était trop bien. Je suis reparti complètement repu et un peu en zigzagant, mais c'était super bien. Et après, oui, t'arrives sur le parc d'Urmitor avec Ouais, Zabliac, le lac Noir et tout ça. ouais, c'est ça, Et c'est ça. puis tout le reste du Monténégro. Mhm. Ouais. Pour finir ce podcast, Jérémy, est-ce que tu as une recommandation à nous faire?
Bah, j'ai une recommandation générale qui s'applique pas forcément au voyage comme je le conçois, moi qui est plutôt à pied. Mais vraiment une recommandation pour aider à s'en aller et à pousser la porte de chez soi, parce que c'est hyper important d'aller voir ce qui se fait chez les autres en fait. C'est vraiment de pas arrêter de rêver parce que, comme je le disais, tous les projets débutent par un rêve. Et voilà, si je peux donner un conseil, c'est de rêver sans cesse pour bah, voilà pour aller vers de nouveaux horizons. Bah, merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi pour l'invitation. C'est super de pouvoir partager. Bah, merci en tout cas pour ce beau récit et pour cette belle aventure. Et puis on espère qu'il y en aura plein d'autres pour toi. Merci à toi. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Feel the sun